Bon, bah je vais voir ce qu'ont donné mes petites galaxies. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette... Il y a plein de traces, il y a plein de taches. Elle est foutue. Comment je vais faire? Espace, le retour. Avant toute chose, sachez que le sujet fait polémique chez les astrophotographes. Faut-il faire des offsets ou des dark de flat, et combien? Tout va dépendre de son matériel. Les capteurs CMOS ont beaucoup évolué depuis ces dernières années, et les logiciels de pré-traitement aussi. Si vous avez un capteur qui date, il faut faire des essais. C'est à mon avis le seul moyen efficace. Si vous le pouvez, faites du differing à chaque photo, ça changera considérablement l'efficacité du pré-traitement. Le differing est un décalage d'un ou plusieurs pixels du cadrage pendant le suivi. La plupart des logiciels d'acquisition en sont pourvus. Même si c'est pas le sujet, on va en parler un peu plus loin. Allez voir dans les clubs et sur les forums comme WebAstro ou AstroSurf par exemple. Cela vous permettra de voir ce que font d'autres astrophotographes sur le même type de matériel que vous. C'est le plus efficace. Pour ma part, je vais faire des dark offsets sur mon APN Canon EOS 1300D. Je vais faire ça également sur ma ZWO ASI 462, des offsets ou dark flats sur la ZWO ASI 1600 selon les masters que j'ai conservés. Et enfin des dark flats sur ma ASI 2600 monochrome. Reste que les flats sont indispensables sur tout type de matériel, et on va voir plus loin pourquoi. Les DOF ne retirent aucun bruit dans l'image. C'est au traitement qu'on pourra en retirer la majorité. Le D pour dark, foncé dans la langue de Shakespeare, ou les ténèbres au pluriel. O pour offset, décalage ou encore bias, en français, en biais. Oui, je sais que c'est bizarre, mais vous verrez qu'il y a quand même une signification à ces mots. F pour flat field, terrain plat en français. En gros, on va prendre une série de photos noires plus ou moins longues, puis on va prendre des photos rapides, toutes blanches. Grâce à des logiciels tels que Cyril PixInsight, enfin c'est ce que moi j'utilise, on va faire ce que l'on appelle le pré-traitement. Ces logiciels vous sortent une image unique en retirant les défauts que l'on va voir, et vous pourrez procéder alors au traitement final. Les offsets ou les bias. Voici mon image après empilement sans DOF, 28 photos de 300 secondes. Le signal d'offset sont des bandes de gradient des zones plus claires ou plus sombres. Ce signal est propre au capteur de chaque APN ou chaque caméra. À la place des offsets, on peut faire des flat dark selon son propre matériel et temps de pause. J'espère que vous allez pouvoir bien les voir à l'écran. On les verra encore mieux directement sur le master de tout à l'heure. Pour retirer ces vilaines bandes, on va faire des offsets ou des bias. Bon, offset bias, vous avez compris, c'est la même chose. On procède comme ceci. Avec le bouchon et dans le noir de préférence, il existe des filtres à dark. Je vous en parle parce que j'ai remarqué que beaucoup d'astrophotographes ne connaissaient pas, mais j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça en fait. On peut les placer dans une rafle, une roue à filtre, également dans un tiroir à filtre. Si comme moi la plupart du temps, vous programmez vos sessions, c'est pratique avec la roue à filtre. Si vous savez que vous avez un passage nuageux, eh bien vous programmez vos flats et vos darks directement. Si vous utilisez un appareil photo numérique, pensez à mettre en mode manuel. Et oui, ça m'est souvent arrivé moi-même d'oublier. Même ISO pour APN ou même gain pour les caméras. Le temps de pause le plus court possible, généralement 1 millième de seconde ou 1/4 millième pour un appareil photo numérique, ou 0,001 pour une caméra astro, c'est rigoureusement la même chose. Même température que les brutes, si possible. Une centaine de photos au moins, plus vous en avez, mieux c'est. Et on va pouvoir les empiler par la suite et obtenir un master bias. Ne vous en faites pas, on verra ce que c'est après. Voici une photo d'offset que l'on a pris tout à l'heure parmi au moins la centaine.
Voici toutes les offsets que l'on a prises. Le logiciel de pré-traitement va les empiler et en sortir une image moyenne finale, ce qu'on va appeler le master bias ou le maître d'offset. Ce master, vous pouvez le garder plusieurs mois et le réutiliser pour de futures acquisitions. Notre master va ressembler à ça. Ici, on peut voir beaucoup plus précisément les bandes de gradient. Et grâce à ce master, on va pouvoir soustraire toutes ces traces de nos bruts, nos darks et nos flats. Sachez que l'on peut faire des offsets synthétiques sous certains logiciels comme Cyril par exemple. On peut également faire des super bias avec PixInsight, ce qui permet d'augmenter l'efficacité des master bias, dans certains cas. Les dark flats ou les flat dark. Lorsque je vous disais que le sujet faisait polémique parmi les astrophotographes, je vous mettrai en lien les réflexions très pertinentes de Cyril Richard au sujet des dark flats, un des spécialistes et collaborateurs de Cyril. Ce n'est que mon avis, mais si vous faites des flats en pause courte de moins d'une seconde, continuez de faire des offsets normaux. Tout ce que je vous montre là, c'est ce que je fais moi-même, avec mon propre matériel. On les prend de la même façon que les offsets, avec le bouchon, et ou avec les filtres à dark et dans le noir. Le même temps de pause, ISO ou gain, et température que vous avez pris les flats, que l'on verra plus loin après avoir parlé des darks. Un conseil, prenez-les juste après les flats, ce sera beaucoup plus simple. Pour l'exemple de flat plus loin, j'ai utilisé ces valeurs, je les réutilise de la même façon. Mais bon là en réalité, j'ai fait des offsets alors. Il en faut très peu, entre 2 et 10. Les dark dark. Encore une fois, chaque capteur laisse des traces bien particulières. On appelle ce phénomène AMGLOW ou électroluminescence en français. En voici sur la ZWO ASI 183, bien connue pour ça. C'est à cause de l'échauffement du capteur. Et là encore, on va pouvoir éliminer ça facilement. Ici, avec mon image de base, je vous ai intercalé des images avec cet effet AMGLOW. Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, parce que l'EOS Canon 1300D n'en a pas énormément. Et comme c'était trop simple et qu'on aime se compliquer la vie, voici ici des pixels chauds. On peut souvent les confondre avec des étoiles. Du coup, je vous ai pris une photo de dark, c'est beaucoup plus flagrant. Comme leur nom le laisse présager, et comme l'AMGLOW, les pixels chauds sont dus au réchauffement du capteur. Et plus la température augmente, plus les pixels deviennent de plus en plus lumineux. Et plus vos poses sont longues, plus le capteur chauffe. Il y a également des pixels froids. Ces pixels sont tout simplement des pixels morts, ils ne fonctionnent plus. Avant même d'utiliser des darks, en utilisant le differing, l'élimination des pixels chauds et froids est vraiment efficace. Là encore, je vous mettrai le lien de la page du Ciel Astro CCD qui l'explique très bien. Pour retirer l'électroluminescence et les pixels chauds, il faut faire des darks. Ils permettent de retirer le signal thermique. Comme pour les offsets, avec le bouchon et dans le noir, impérativement. Surtout si vous faites des pauses longues. La lumière finit toujours par s'infiltrer. Vous pouvez les faire aussi avec éventuellement les fameux filtres à dark dans une roue à filtre ou un tiroir à filtre, mais toujours dans le noir complet. Attention, si vous avez une caméra refroidie, et que comme moi vous faites vos darks en dehors des sessions, ne les faites pas en intérieur sous peine de détruire le refroidissement de la caméra. On laisse encore sur M manuel pour un appareil photo numérique, même ISO pour un APN ou même gain pour une caméra, même temps de pause que celui des bruts, puisqu'on va rechercher à retirer le signal thermique autant que ce soit avec la même chaleur dégagée. Même température que les bruts, et là c'est impératif. Personnellement j'en prends un tiers du nombre des bruts au moins. Et encore une fois, pour les empiler ensuite et ainsi créer un master dark. On peut faire ces darks pendant une session pour la température. On peut les faire avant, il y en a qui le font pendant, et on peut les faire après. L'idéal est de faire ces offsets avant de faire ces darks. Personnellement, je fais mes darks dans mon garage. Déjà parce qu'il y a peu ou pas de lumière, ensuite parce que la température y est plus basse, et le gros avantage, si on a une caméra refroidie, on peut les faire hors session photo. La majorité du temps, je fais des pauses longues, donc ça me permet de me concentrer sur les photos à prendre.
Ça va sans doute vous faire rire, et pourtant c'est vrai, lorsque j'utilise l'APN ou une caméra non refroidie, eh bien je la place dans le frigo pour faire mes darks, notamment dans le bac à légumes. J'ai remarqué que pendant le printemps ou l'automne, on avait quasiment la même température qu'à l'extérieur. Inconvénient, si vous aviez du fromage dans vos bacs à légumes, eh bien vos appareils sentent le fromage. Voilà une photo de dark. Toutes les photos dark que l'on a prises. Le logiciel va également les empiler. Mais auparavant, le logiciel va également retirer le master bias qu'on a fait tout à l'heure. Et oui, les défauts de gradient sont également présents sur toutes les darks, d'où l'intérêt de les retirer. Une fois fait, le logiciel va donc pouvoir empiler toutes les darks et créer ainsi le master dark. Le master dark, on peut le garder pendant plusieurs mois. Par exemple, avec ma ASI 1600 que j'ai depuis plus d'1 an, je n'ai que 2 master dark. Un pour l'hiver, refroidi à moins 20 degrés, un pour les 3 autres saisons, refroidi à moins 10 degrés. Les flats. Allez, courage, c'est la dernière. Regardez ces bandes courbées que l'on voit sur la photo d'origine. C'est ce qu'on appelle le vignettage. Encore plus flagrant sur cette photo flat prise avec une autre caméra. Savez-vous d'où ça provient? Eh bien, je vais vous le dire, ça me rappelle quelqu'un ça. Ça peut provenir d'un filtre trop petit par rapport au capteur de votre appareil. Ça peut venir d'un correcteur de coma, un réducteur ou un aplanisseur de champ. Ça rajoute également de la longueur, diamètre trop petit par exemple, ou tout simplement le phénomène optique dû justement à ces correcteurs. Même principe pour une lentille de Barlow, encore une fois, notamment quand on fait du planétaire. Ça peut provenir également de la taille du capteur. Tous les téléobjectifs ou toutes les lunettes ne sont pas forcément prévus pour un capteur plein format. C'est une chose à vérifier absolument avant l'achat. Ça peut aussi provenir d'un pare-buée trop long ou pas adapté. Ça m'est déjà arrivé. Remarquez, c'est beau, hein, on peut peut-être laisser comme ça. Toutes ces marques et toutes ces traces, eh bien on va pouvoir les effacer avec des flats. Ça peut provenir de rayures ou de poussière sur une lentille de lunette. Même chose sur la lame de Schmitt d'un Schmitt casse-grain. De saleté ou de rayures sur le miroir primaire d'un Ritchey-Chrétien ou d'un Newton. Du miroir secondaire, pareil, d'un Newton ou d'un Ritchey-Chrétien. De cochonneries ou de rayures sur un filtre quel qu'il soit. Même chose sur un correcteur, une lentille de Barlow. Ça provient aussi très souvent directement du capteur. Et parfois sur tout en même temps. C'est ce qu'on appelle le chemin optique. Pour retirer le vignettage et les taches, on va procéder de la manière suivante. Cette fois-ci, on ne met pas le bouchon puisqu'il va falloir faire entrer de la lumière. Et cette lumière, on va pouvoir l'acquérir de différentes façons. Avec une boîte à flat, bien qu'efficace, c'est extrêmement onéreux. Certains astrophotographes les fabriquent eux-mêmes, et il faut dire qu'ils en font de très très bien. On peut les faire en visant un fond blanc d'ordinateur, mais attention, si l'écran scintille, il vaut mieux faire des pauses très très courtes. Même chose pour une tablette, sauf que là on va être limité au niveau diamètre, à moins d'avoir une tablette immense. Vous voyez, comme pour ici, sur une de mes lunettes, ça fonctionne très très bien. J'ai opté principalement pour 2 méthodes. J'ai tout simplement acheté un plafonnier, ça vaut entre 20 et 30 € selon le diamètre, et en plus il est réglable avec une télécommande. Non seulement je peux régler donc la luminosité, mais également la couleur. Bon, la couleur, on va surtout faire du blanc. Super pratique. Bon, l'inconvénient, c'est que ça fonctionne uniquement sur une prise de 220. Il y a peut-être un moyen de bricoler, où il y a des transformateurs. Bon, l'avantage, c'est que si je fais du nomade, j'ai ma voiture qui est équipée d'une prise 220, donc ça aide. Ce plafonnier est équipé d'une multitude de LED, ce qui répartit bien la lumière. Avec un t-shirt que j'ai découpé, je l'ai placé soigneusement sur mes lunettes, avec autour une bande chauffante qui permet de les tenir. On peut mettre également un élastique, et là on peut faire directement nos flats en visant le fameux plafonnier. Voilà quelques exemples.
Important, si tout comme moi vous avez mis un pare-buée, pensez à le laisser pour faire vos flats, à cause du vignettage dont on a parlé tout à l'heure. Ici on peut constater que je n'ai même pas utilisé de drap ni de t-shirt, ça marche très bien avec les LED. Et le plafonnier est directement placé dessus. Et pour ma deuxième méthode, j'ai tout simplement retiré la façade d'un autre plafonnier, et ainsi je vise un ciel bleu sans nuages. C'est quasiment la même chose si j'utilise un tissu, sauf qu'on ne voit pas les mailles. Et c'est beaucoup plus facile à placer, pas besoin d'élastique. Je fais ça juste avant une session, à l'opposé du soleil qui se couche, ou le matin, à l'aube. Alors un truc tout bête qui m'est déjà arrivé, encore une fois, si vous avez une lunette guide, faites attention à ce que l'ombre ne soit pas projetée. Pour faire les flats, ça va être vraiment embêtant. Ouais, sale bête. Encore une astuce, si vous utilisez un tiroir à filtre, que vous faites vos flats en plein jour, pensez à couvrir votre caméra. La lumière peut s'infiltrer à travers celui-ci. Et pensez à couper le refroidissement de votre caméra. Oui, je sais, je me répète, mais il vaut mieux le dire plusieurs fois que pas du tout. Pour faire vos flats, il va falloir mettre vos ISO ou gains de caméra et temps de pause en fonction de l'histogramme. Sur cet essai, j'avais laissé à 800 ISO et 1/1600 de seconde. Ma photo apparaît, on regarde l'histogramme. Il est préférable de laisser entre 100 et 200 ISO et jongler avec le temps de pause. Il faut que l'histogramme soit aux 2/3 ou aux 3/4. Bon, si vous avez l'habitude de votre moyen d'acquisition, ça va aller très vite. Même chose pour les caméras astro, sauf qu'on jongle avec le gain évidemment. Un des avantages de la ZR est qu'il calcule le temps d'exposition automatiquement, mais pas le gain. D'ailleurs, juste après, je vous ferai un épisode sur comment faire les DOF avec la ZR. D'autres logiciels d'acquisition permettent également d'utiliser cette possibilité, comme Nina par exemple. La température de prise de vue n'a aucune importance. Personnellement, j'en prends une centaine, mais paraît-il que plus il y en a, mieux c'est. Et encore une fois, pour les empiler ensuite. Et ainsi créer un master flat. On garde toujours la même mise au point. C'est très important. Si vous avez utilisé des filtres, la mise au point de chaque filtre également. On fait des flats pour chaque filtre utilisé. Et oui, rappelez-vous, chaque filtre peut être sali ou légèrement rayé de façon différente. Si vous n'avez pas la même mise au point, voilà pourquoi. Vous allez grossir ou au contraire diminuer une image, ce qui va avoir pour conséquence de grossir ou diminuer les tâches et donc de ne pas les retirer correctement. Encore quelque chose de très important, on ne bouge pas l'orientation du capteur dans le porte-oculaire. Si vous avez des poussières ou des rayures sur tout le chemin optique dont on en parlait tout à l'heure, eh bien ça aura pour conséquence que le logiciel va retirer des poussières et des rayures au mauvais endroit. Imaginez que l'on ait des traces ou des poussières sur la lentille d'une lunette. Eh bien si on bouge le capteur, ça va donner ça. On peut voir ici que les taches ne sont plus au même endroit, et par conséquent les flats n'ont plus aucun intérêt. Une seule de nos photos flats. Tous les flats que nous avons pris les uns derrière les autres. Le logiciel va les empiler, mais avant ça, comme tout à l'heure pour les darks, il va soustraire le master bias à chaque photo avant, et ainsi créer le master flat ou maître de flat. Vous pourrez garder votre master flat tant que vous ne changez pas le chemin optique. Nous allons voir comment fonctionne le logiciel avec la méthode classique. Nous avons notre master bias, notre master dark, ainsi que notre master flat. Une photo brute, toutes les photos brutes. Le logiciel va soustraire le master bias de toutes les brutes, va soustraire le master dark de toutes les brutes, et par contre va diviser le master flat sur toutes les brutes également. Ensuite, toutes les brutes vont être empilées, puis alignées. Là, vous allez me dire, ça sert à quoi de savoir ça, puisque le logiciel le fait tout seul? Eh bien, par la suite, vous pourrez le faire manuellement, et vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats. Si tout comme moi, vous avez la chance d'avoir PixInsight ou Projeté de l'acheter, je vous conseille particulièrement ce site Photon Millennium, fait par Jean-Baptiste Roux qui a fait un travail véritablement remarquable, et par ce super tuto va vous expliquer pourquoi il est préférable de faire son pré-traitement à la main. Vous pourrez en profiter pour aller jeter un coup d'œil à ces photos,
qui sont du même acabit. Enfin, il essaye de faire des photos un peu mieux que moi, mais bon, faut qu'il s'entraîne encore un peu. Hein. Méthode avec des dark flat. J'ai pris cette photo du site Société Astronomique du Havre, qui est très bien faite. Les darks de flat se substituent aux offsets. Et contrairement aux offsets, on ne retire pas les darks de flat mètres au dark. Autre différence, on ne retire pas le signal dark de flat des brutes. Ensuite, le flat mètre est divisé de la même manière que la méthode classique. Je me suis fait mal au crâne tout seul, alors j'ose même pas imaginer vous. Hein. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux le savoir, car même pour les méthodes traditionnelles, vous pourrez faire tout ceci manuellement par la suite, plutôt qu'automatiquement. Bien que, en ce qui concerne les darks de flat, vous avez une méthode automatique sur Cyril qui apparemment est bien faite. Et puis j'aime bien savoir ce que je fais. Allez, trêve de bavardage, voici la photo finale après empilement avec dark, offset, flat avant traitement, ce qu'on appelle, encore une fois, le pré-traitement. Voilà ce que ça donne. C'est quand même étonnant hein, de quoi on est parti pour en arriver là. Et si vous êtes sage, à la fin de l'épisode, je vous montrerai la photo finale après traitement. Pour information, je suis en train de faire un tuto PixInsight le plus automatisé possible et pour pouvoir profiter des 45 jours d'essai du logiciel. Contrairement aux idées reçues, vous verrez, c'est pas une usine à gaz. Pour résumer les offsets, vous faites des bias offset si votre appareil est ancien ou si vos flats font moins d'une seconde. Avec le bouchon et à la même température, au moins une centaine. Faites-les juste avant les darks qui durent beaucoup plus longtemps. Gardez vos master bias plusieurs mois. Pour résumer les darks, faites-les à la même température que vos brutes, au même ISO ou gain et le même temps de pause. Avec le bouchon et dans le noir total. Au moins un tiers du nombre des brutes. En pause longue, plus il y en a, mieux c'est. Gardez vos master dark plusieurs mois. Pour résumer les flats, ne touchez pas au chemin optique ni à la mise au point. ISO, gain et temps de pause pour obtenir 2 tiers, 3 quarts de l'histogramme. Faites-en le plus possible. Plage de lumière uniforme. Faites des flats pour chaque filtre utilisé. Gardez vos master flats tant que vous ne touchez à rien. Allez, comme promis, la photo finale. Bon, c'est pas la photo du siècle, mais vu d'où je suis parti avec aussi peu de pauses, et une image autant détériorée, c'est quand même pas mal. Voilà, cet épisode est terminé, il était un petit peu long, j'ai essayé de vous offrir l'épisode le plus complet possible. J'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sachez que c'est beaucoup de travail, je suis tout seul pour faire ça. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Merci de m'avoir suivi, et pensez à partager, à bientôt.